Bonjour à toutes et à tous. Une usine au service du monde de demain et des grandes questions qui attendent l'humanité. Une usine capable d'innovation à grande échelle pour répondre aux défis actuels et futurs de la planète. Une usine à la fois connectée au territoire et ouverte sur le reste du monde. Une usine qui réinvente les liens humains du travail et qui porte l'excellence de tous et les savoir-faire. Une usine extraordinaire, temple de l'ingéniosité, du progrès et du partage. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui pour notre panel partagé sur nos métiers, leur formation. Nous allons passer ensemble 40 minutes cet après-midi et nous allons traiter de ce sujet en profondeur avec mes 4 experts que j'ai à côté de moi. Car pour inventer cette usine extraordinaire que nous appelons de nos voeux, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de jeunes qui sont formés, qui sont motivés et qui sont créatifs. Alors, je vais vous présenter les 4 experts qui m'accompagnent cet après-midi. En me présentant très rapidement, moi, je suis Claire Hart. Je ne suis pas tout à fait française, comme vous l'entendez. Donc, un petit accent pour cet après-midi. Je suis chef d'entreprise et je suis administratrice de la Fondation Agir contre l'exclusion, FAS, et vice-présidente de FAS Occitanie. Alors, je présente Laurent Champanet, qui est directeur général de l'École nationale supérieure des arts et des métiers. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci, merci. Il faut les encourager, hein. Je vous présente également Hélène Chahine. Hélène qui est déléguée générale de la Fondation C'est Génial. Bonjour Hélène. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et je vous présente Michel Quéré. Michel est directeur de l'ONICEP, l'Office national de l'information sur les enseignements et les professions. Voilà. Bonjour et bienvenue. Alors, pour vous donner un petit peu le topo, nous allons échanger ensemble pendant une trentaine de minutes avec nos experts et après, ça sera votre tour de nous poser des questions. Donc, préparez toutes vos questions. Alors, pour commencer, je voudrais me tourner vers Laurent pour nous donner très rapidement, s'il vous plaît Laurent, une vue globale de cette 4e révolution industrielle. Merci. Alors, effectivement, cette 4e révolution industrielle, d'abord, replaçons le contexte. On parle d'usine, on parle d'industrie. À quoi sert l'industrie? L'industrie, elle est là pour répondre aux besoins de la société en fabriquant des biens de consommation. Et cette challenge, c'est de répondre le mieux possible, le plus vite possible et de bien répondre aux besoins de la société. Donc, effectivement, quand on pense usine, on pense à des produits qui sortent au bout de chaînes de fabrication. La 4e révolution industrielle, c'est qu'autour de cette usine, il y a maintenant toute une ingénierie numérique pour préparer la production, pour concevoir ce qu'on va fabriquer, pour suivre la production, pour piloter la production. Et donc, la 4e révolution industrielle, c'est que le travail des gens qui sont dans les usines n'est plus simplement un travail réel, c'est un travail qui mélange du réel et du virtuel. Et on peut le faire parce que le virtuel, toute la préparation, toute la simulation, on fait de la simulation numérique des opérations qu'on va réaliser. On manipule les informations qui sont numériques. Et le réel, maintenant, on le digitalise. Il y a des gens qui prennent des photos, là. Les photos sont des images qui sont numériques. Et on va pouvoir mélanger des informations réelles, digitalisées, et des informations virtuelles, parce qu'il s'agit du même type d'informations. Et les gens qui vont piloter l'industrie, les gens qui vont concevoir l'industrie, sont des gens qui vont travailler sur ces données qui sont toutes numériques, mais qui sont certaines réelles, certaines virtuelles. Très bien. Donc, besoin d'inventivité, d'innovation et de créativité, encore une fois. La nouveauté, c'est que maintenant, il n'y a plus les gens qui font un travail manuel et les gens qui font un travail intellectuel et numérique. Tout le monde participe à la collecte d'informations numériques, l'utilisation d'informations numériques. Et donc, tout le monde a
doit dans son action dans l'entreprise utiliser ces outils numériques et peut laisser place à plus de créativité, plus d'inventivité dans ce qu'il fait, parce que ces informations-là sont plus facilement manipulables que les objets concrets. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers Hélène Chahine. Hélène qui est ingénieure de formation, mais qui a décidé de se réaliser dans un projet à teneur sociétale, hein, Hélène. Alors, est-ce que tout simplement tu peux nous dire qu'est-ce que la Fondation C'est Génial? Alors, parce que les entreprises industrielles ont besoin de talents pour être à la pointe de l'innovation, de talents comme vous. La Fondation C'est Génial fait la promotion des sciences et des technologies auprès des collégiens, des lycéens. Et on le fait en multipliant les rencontres entre les élèves, les professeurs et les salariés des entreprises. Donc c'est génial, on a fêté nos 10 ans l'année dernière et on est une fondation reconnue d'utilité publique. Et notre particularité, c'est d'avoir été créé par des entreprises industrielles. Et notre rôle, quelque part, c'est de faire l'intermédiation entre les écoles et les entreprises, les industries. Très bien. Avec, bien sûr, et il y en a beaucoup ici aujourd'hui, les professeurs. Et on va en parler tout à l'heure. Hein? Très bien. Merci Hélène. Je me tourne vers Michel Quéré, directeur de recherche au CNRS depuis 2001 et recteur de l'Académie de Rennes depuis 2013, avant de devenir donc directeur de l'ONICEP. Alors, qu'est-ce que l'ONICEP en premier lieu? Alors l'ONICEP en 2 minutes, même moins en fait, c'est d'abord de dire que c'est un organisme public qui donc dépend du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Et la mission de l'ONICEP, c'est très simple, c'est produire de l'information envers les jeunes à des fins d'orientation. C'est-à-dire que l'ONICEP n'oriente personne. Il y a une infrastructure de l'Éducation nationale pour le faire. Par contre, nous sommes en amont pour essayer de sensibiliser l'ensemble des jeunes, de les ouvrir en fait à la palette de métiers et de formations qui permettent d'y accéder de la meilleure manière qui soit. Alors l'ONICEP est souvent connu pour ses guides de papier. Comme je dis, c'est un capital social dans les familles françaises. Tout le monde connaît l'ONICEP. Mais il faut aussi savoir que depuis de nombreuses années maintenant, l'ONICEP produit une multiplicité de ressources numériques. Et simplement, peut-être pour vous donner un chiffre, ça vous donne un peu l'ampleur de la maison, si je puis dire. Nous avons un portail onicep.fr qui est fréquenté par 55 millions de visiteurs par an. Et pour le dire autrement, tous les mois, on a à peu près 1 million de pioches de récupération, soit de fiches métiers, soit de fiches formation, 1 million de chaque. Donc ça vous donne un peu l'ampleur finalement de l'interaction entre la maison ONICEP et le grand public, avec cette image d'information qui est exhaustive, de qualité et qui donne à voir, entre guillemets, sur les formations et les métiers en France. Très bien. Et on va avoir le plaisir juste après de voir un petit peu ces outils numériques dont vient de parler Michel. Je me retourne de nouveau vers Laurent. Laurent, comment vous faites concrètement à Harry Métier pour répondre à ces défis monumentaux que vous venez de nous présenter? Alors déjà, pour répondre à ces défis, on cherche à recruter des excellents étudiants à tous les niveaux de formation. Dans mon établissement, on est très connu pour nos formations d'ingénieurs. On a une formation d'ingénieur d'excellence qu'on appelle notre formation d'ingénieur généraliste, mais on fait aussi des bachelors juste après le bac. On fait des formations d'ingénieurs plus spécialisées, on fait des masters, on fait même du doctorat. Donc on cherche à recruter des très bons étudiants qui sont très motivés. Et motivés pourquoi? Si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'industrie, elle fabrique des choses. On cherche des gens qui aiment le concret, qui aiment les défis, qui aiment les réalisations. Et après, on leur propose une formation à tous les niveaux, avec un mélange de virtuel, de science, pour essayer de prévoir ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir faire, et puis un mélange de concret. Donc on met nos étudiants en action sur des plateformes technologiques. Donc nos écoles, nos campus, c'est un peu comme des usines. Il y a toujours une partie qui ressemble, comme on le voit ici, à une usine, avec des endroits où on fabrique des choses. Et on forme des gens à la fois à maîtriser les sciences. D'ailleurs, c'est écrit dans notre nom, parce qu'on est un établissement qui a été créé au XVIIIe siècle.
Et au XVIIIe siècle, les arts, c'était les sciences, c'était tout ce qui était académique, c'était tout ce qui est le virtuel maintenant. Et les métiers, c'était la formation professionnelle, c'était les gens qui fabriquaient des choses. Ben, on est toujours sur ce concept-là. On forme aux sciences. Les sciences, c'est très très large. Hein. C'est les sciences physiques, mais c'est aussi les sciences de l'organisation, les sciences de gestion. Et puis on forme à la pratique. On veut des gens qui veulent réaliser des choses. Et on a une formation qui est équilibrée pour les deux. Et on forme par exemple des ingénieurs qui sont généralistes, qui vont pouvoir s'insérer à n'importe quel moment de la chaîne de fabrication, trouver des idées qui correspondent aux besoins du client, concevoir les produits, les réaliser, industrialiser, c'est faire en sorte qu'on puisse en sortir beaucoup, maintenir tout l'ensemble, recycler les produits à la fin de leur vie, et puis s'intéresser aux nouveaux besoins des clients. Très bien. La tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Exactement. Hein? Très bien, merci Laurent. Hélène, je reviens vers Hélène. Que fait cette fondation, cette belle fondation reconnue d'utilité publique, très concrètement, pour préparer tous ces jeunes pour leur avenir professionnel? Alors, je vais vous avouer quelque chose. En fait, j'ai eu la chance d'aller à l'usine extraordinaire la semaine dernière, puisque j'ai participé à une opération qu'on fait avec les enseignants. Et donc, je suis allée à Naval Group à Nantes. Et donc, à Naval Group, ils font des modules pour accueillir les moteurs des navires et des sous-marins. Et donc, j'étais avec un groupe d'une dizaine d'enseignants qui venaient, pour certains, pour la première fois dans une entreprise, et qui plus est, une entreprise industrielle. Donc, c'était des enseignants de technologie, de tout. Voilà, il y avait même un prof de langue. Voilà, c'était très varié. Et une des enseignantes de troisième a demandé ce qu'était le métier de chaudronnier et ce qu'était le métier de soudeur. Et elle a dit, je vous avoue, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et les élèves me demandent, peut-être vous allez pouvoir répondre, les élèves me demandent ce que c'est et je ne sais pas quoi leur dire. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que l'on fait. Nous, c'est de proposer aux enseignants d'aller dans les entreprises et de comprendre les métiers, de comprendre les formations, de changer le regard qu'ils ont sur l'entreprise. Donc j'ai fait une autre visite. Je suis aussi allée chez Procter & Gamble à Amiens. Ils ont une usine absolument extraordinaire. Et là, une des enseignantes m'a dit, je n'imaginais pas à quel point ça avait changé. Alors, elle était venue, la dernière fois, c'était il y a 25 ans. Donc bon, forcément, ça a quand même beaucoup, beaucoup changé. Mais elle m'a dit, en fait, elle m'a avoué, moi je pensais que ça n'existait plus, elle m'a avoué que ce qu'ils disent, certains d'entre eux aux élèves, c'est si tu travailles mal à l'école, tu iras dans une usine. Elle m'a avoué que c'est ça qu'on leur dit. Alors je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle et s'ils se reconnaissent, mais je l'ai entendu quand même plusieurs fois et en fait c'est exactement l'inverse. Déjà il faut assez bien travailler à l'école pour aller dans l'industrie et puis sont des métiers, on y trouve des métiers vraiment passionnants, quel que soit le niveau d'études qu'on fait. Donc voilà, nous on cherche vraiment à passer par les enseignants. On pense que, je pense que ce sont eux qui peuvent transmettre des messages, donner une autre image, encourager à aller vers les filières scientifiques et techniques. Donc nous, on chouchoute les profs. Voilà. On les forme, on leur propose des stages en entreprise. C'est vraiment grâce aux enseignants, grâce à vous qu'on peut amener voilà, les jeunes vers ces métiers. Les profs, vous avez compris, hein, vous êtes chouchoutés, vous êtes accompagnés également vers tous ces changements, hein, parce que changement il y a. Merci Hélène. Je reviens vers Michel. Michel, vous travaillez tous les jours pour redorer en quelque sorte le blason de l'image du monde industriel à tout niveau. Hein? Alors, vis-à-vis des enfants, mais aussi vis-à-vis de leurs parents. Hein, on a parlé des professeurs, mais il y a aussi les parents. Et je sais que l'usine extraordinaire va recevoir des centaines, des milliers de parents ce week-end. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples très concrets
de ce que vous faites tous les jours. On va voir un petit vidéo tout à l'heure. Et aussi, j'aimerais que vous me parliez un petit peu plus de ces stages en troisième que nous menons ensemble entre la Fondation Agir contre l'exclusion et l'ONICEP. Oui, mais on m'a demandé de faire court. Non, moi j'ai envie de dire, on s'inscrit dans la lignée de critiques évoquées précédemment par la collègue. Et je crois qu'aujourd'hui, l'exemple du lieu en témoigne. Quand on travaille sur l'industrie, quand on essaye de présenter les métiers et les professions aux jeunes, on a besoin de changer les représentations. Non pas seulement des jeunes, qui parfois n'ont que peu de connaissances du monde industriel, mais surtout de leurs parents. Je ne parlerai pas des enseignants, du coup je laisse ça à ma collègue, mais je crois que c'est important d'arriver à montrer qu'à l'usine, c'est tout ce qui est autour de nous aussi. C'est bien sûr un monde industriel plus classique, mais c'est ce regard qu'il faut changer sur comment on intervient dans le monde industriel, comme ça a été présenté au tout début par Laurent. Et ça, je vais juste m'arrêter là en disant que ce qu'on essaye de faire au niveau de l'ONICEP, c'est de produire des ressources, et je m'arrêterai sur les ressources numériques, en disant deux choses. La première, c'est qu'on veut changer le regard sur la présentation des métiers et des professions pour travailler autour notamment des nouveaux métiers. Et vous trouvez tout un tas de ressources dans la maison ONICEP qui relèvent autant du grand public que des enseignants pour changer ce regard et ces représentations du monde industriel. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais et s'il faut prendre un seul exemple, peut-être en direction des élèves, moi je les invite à aller consulter un site qui est une plateforme en fait qui s'appelle Kangae. Et Kangae, c'est pas la présentation de métier, c'est changer le regard sur moi. C'est-à-dire, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de m'engager dans la vie, j'ai envie de travailler, y compris dans l'école, soit à monter ma mini-entreprise, soit à travailler un projet de positionnement de ce que je serai plus tard et que je travaille dès le milieu scolaire. Kangae, c'est une plateforme sur l'esprit d'entreprendre. Et Kangae, c'est le mot japonais pour dire le passage de l'idée à l'action. Donc c'est pour ça que cette plateforme est un acronyme intéressant en soi. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment être en situation au-delà des apprentissages disciplinaires qu'on évoque précédemment et délivrés par les enseignants, il faut aussi utiliser le temps scolaire pour travailler ce qu'on appelle dans le jargon éducatif des parcours éducatifs. Et ces parcours éducatifs, ils relèvent aussi de la construction de l'orientation et de la destination progressive, en fait, de la construction progressive de la réflexion du jeune vers comment et quelle place je veux prendre dans la société que je vais rencontrer dans mon parcours professionnel demain. Alors, nous allons voir un très court clip qu'a fait l'ONICEP, mais qui est un clip général. Alors, juste, Michel, quelques mots en introduction pour lancer ce clip? Non, il n'y a pas de mots, il parle tout seul. Mais on est au cœur d'un des sujets qui a déjà été évoqué ici sur ce plateau il y a quelque temps, qui est comment fait-on pour encourager les filles à se dire qu'il y a de très belles carrières scientifiques et techniques à embrasser, si je puis me permettre. Exactement. Alors, on lance le clip. Je m'appelle Laura, je bosse à l'ISI depuis maintenant 7 ans. J'ai démarré en intérim pendant 6 mois, puis s'en est suivi donc un CDI qu'on m'a proposé et que j'ai accepté tout de suite. Je suis une grande passionnée d'aéronautique. Mon papa m'a transmis sa passion pure de l'aéronautique. J'ai voulu travailler dans le domaine de la mécanique, puisque c'était une vraie passion, c'est toujours une vraie passion. J'en suis arrivée au poste d'opérateur régleur sur machine, parce que ça reste de la mécanique. Ça reste de la mécanique, c'est actif, on est polyvalent, on bouge et là actuellement je fais des pièces de fixation qui sont montées sur les ailes, donc c'est un bon moyen pour moi de rallier les deux. Moi je suis donc opérateur régleur sur machine, donc mon métier il consiste à produire en tant qu'opératrice. Mon superviseur peut me dire aujourd'hui j'ai besoin de toi, il faut me régler ce process-là. Et après on suit l'évolution de son réglage en produisant.
Ça nous permet de voir s'il y a des anomalies, si ça fonctionne bien ou moins bien. Et si ça fonctionne moins bien, donc là, remédier à ces problèmes-là. Ma vie professionnelle sur ces 7 ans a eu un grand impact sur moi-même. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment toute timide, toute réservée. Je ne savais pas du tout où est-ce que je mettais les pieds. J'étais impressionnée parce que, comme on le dit, beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Donc je sortais tout juste du lycée, le diplôme pas encore en poche, j'avais très peur. Puis petit à petit, voilà, j'ai commencé à prendre confiance en moi, à m'affirmer également, à réfléchir un peu plus et à m'apercevoir que oui, c'est pas difficile. Je suis maintenant devenue quelqu'un de très positif, qui aime chercher, qui aime réfléchir. Et du coup, voilà, je pense que ça joue aussi sur ce que je fais, puisque du coup, je ne m'en lasse pas, j'adore ce que je fais. Mon père me disait que ça allait être difficile. Ça allait être difficile et que j'étais une femme et qu'il fallait mieux s'orienter vers le domaine des femmes. C'est comme tout, j'ai appris. On m'a montré, on m'a expliqué, j'ai appris. Quand je suis arrivée il y a 7 ans, par exemple, tous nos moyens de contrôler nos pièces étaient sur papier. Donc c'était vraiment un vrai journal qu'il fallait remplir avec toutes les données. Maintenant, on est arrivé au stade du tout est informatisé. Donc chaque poste de travail a son ordinateur, a son pupitre de travail. Ce qui m'a rendue le plus fière, c'est la première fois où j'ai réussi à faire un réglage sur une machine de A à Z toute seule. Donc là, oui, j'étais vraiment très contente. Le premier conseil que j'irais, alors tous ceux qui vont te dire que c'est has-been, c'est pas fait pour toi, tu oublies. Je suis fière de ce que je fais dans ce métier. Voilà. Donc, comme elle dit, beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Et d'ailleurs, quand je regarde dans la salle, je dois dire que peut-être une petite réaction, Hélène, sur ce sujet qui te tient à cœur, je le sais. Oui, c'est sûr. Les filles, oser l'industrie, c'était écrit. Alors, c'est génial, on propose des témoignages d'ambassadeurs, des salariés des entreprises dans les classes. Et donc, on cherche sur pas mal de femmes, techniciennes, ingénieurs. Et l'idée, c'est vraiment qu'elles soient des rôles modèles. Tout simplement, elles viennent parler de leur métier, de leur vie professionnelle, expliquer que oui, on peut être maman, etc. Qu'on peut travailler dans des environnements qui sont encore très masculins, on l'a vu dans ce film. Donc c'est grâce à ce travail qu'on va y arriver. Il faut redire que maintenant, on trouve de plus en plus rarement des métiers qui demandent vraiment une capacité physique. Il y en a encore un petit peu, mais dans 5 ans, ça sera fini. Donc il n'y a plus du tout cette question au niveau des opérateurs, des techniciens et des ingénieurs. Il n'y a plus du tout cette question de physique. Donc vraiment, il faut continuer à les encourager à embrasser ces métiers. D'autant plus que l'usine extraordinaire de l'avenir de demain est une usine aussi qui fait la part belle à l'équilibre professionnel entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, on va avoir un bel équilibre entre les deux dans ces usines-là. Alors, nous avançons dans le temps de notre panel et je voudrais demander maintenant à Laurent de vous donner, vous les jeunes, donc écoutez bien, quelques conseils très concrets pour votre avenir. Alors écoutez-le bien et après, si vous avez des questions sur ce qu'il vous propose, bien évidemment, la parole est à vous. Laurent. Merci. Alors, je pense que pour aller dans l'industrie, pour aller dans une usine, il faut aimer les défis, il faut aimer les challenges, il faut aimer le concret. Je pense qu'on l'a vu sur la jeune femme ici, elle fait quelque chose de très concret et puis elle a eu envie de le faire, elle s'est jetée alors que son père lui disait c'est pas pour toi. Voilà. Donc, il faut déjà avoir cette envie-là. Et quand je dis ça, c'est pas seulement dans ce que vous faites dans vos études, c'est aussi dans ce que vous faites autour, dans vos activités associatives d'étudiants, c'est tout l'ensemble qui compte. Je dirais que il faut essayer de faire des études qui correspondent à vos passions. Pas forcément se dire il faut que je fasse que de la physique ou que des maths. Non, c'est pas la question. Il faut faire des choses qui correspondent à vos passions. Passionnez-vous d'abord et tous les chemins vous mèneront dans l'industrie parce que les métiers sont extrêmement larges.
Et comme on l'a vu, c'est ouvert à tout le monde. J'ai dit tout à l'heure que l'industrie, ça servait à répondre aux besoins de la société. Donc c'est extrêmement important que dans l'industrie, toute la société, dans toute sa diversité, soit représentée. Et donc ça veut dire que l'industrie est ouverte à tout le monde. Sur la question du genre, on l'a vu, il n'y a plus maintenant de défis physiques qui font que certaines tâches ne peuvent être faites que par des hommes. Donc c'est vraiment ouvert à tous. La jeune femme qu'on a vue, elle fait un métier qui effectivement, sans doute avant, était un métier d'homme uniquement, mais maintenant c'est ouvert à tout le monde. Donc passionnez-vous, aimez les réalisations, aimez le concret, ayez une vie d'étudiant qui soit équilibrée avec une vie extrascolaire. Nous, chez nous, aux Arts et Métiers, les activités extrascolaires de nos étudiants sont extrêmement importantes. Ils sont ici aujourd'hui pour encadrer des étudiants. On considère que l'activité qu'ils font aujourd'hui, ça participe de leur formation. Ça participe de leur formation à aimer les concrets, aimer les challenges, s'impliquer. Et dans une usine, on l'a vu, il y a beaucoup de machines. Ça peut paraître parfois un peu austère. Et ce qui fait la force, c'est le collectif humain. Donc il faut des jeunes qui aiment construire un collectif qui soit fort, qui soit soudé, qui avance ensemble pour réaliser des défis. Très bien, merci. Le collectif humain, la passion, la diversité. Je vais poser la même question à Michel. Quel conseil pour nos jeunes ici aujourd'hui ? Alors, les conseils vont recouper très largement ce que vient de dire Laurent. Moi, j'ai envie de dire, soyez curieux et renseignez-vous bien sur toutes les facettes de ce que vous pouvez avoir à l'esprit, parce qu'il faut intégrer convenablement la cible et avec toute sa composition, entre guillemets, renseignez-vous formidablement bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, parlez autour de vous de ce que vous avez envie de faire. Et avec des acteurs très variés, pas seulement vos parents, pas seulement vos professeurs, mais élargissez la cible des gens avec qui vous avez envie de parler, de ce que vous avez envie de faire. Et puis, le troisième conseil logique, en quelque sorte, c'est, alors on dit oser l'industrie, c'est allez-y, quoi, engagez-vous avec passion, on retrouve le terme que Laurent mettait en avant, engagez-vous avec passion dans la trajectoire que vous avez progressivement dessinée. Et ne vous censurez pas, qu'on soit garçon ou fille, dans votre ambition et réalisez-la et réalisez votre passion. Voilà un peu ce qu'on a envie de dire. Merci Michel, des mots sages. Même question, Hélène. La première chose, c'est redire que l'industrie recrute, qu'elle recrute au niveau bac pro, au niveau BTS, IUT et au niveau ingénieur. Et que vraiment, il y a des métiers très intéressants à tous les niveaux. Et que la formation ne s'arrête pas à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans. La formation, c'est tout au long de la vie. Donc, vous avez un chemin de toute une vie pour aussi évoluer professionnellement. Et les entreprises forment beaucoup les gens en interne. Donc, les évolutions professionnelles sont très importantes dans l'industrie. On peut vraiment embrasser différents métiers et ça, c'est une chance, vraiment. Mon deuxième message, il est autour du savoir-être. C'est vrai que les compétences techniques sont très importantes, mais travailler dans l'industrie, c'est développer sa créativité, avoir de la motivation, l'esprit d'équipe. Je pense qu'on en a parlé. Alors, la Fondation, c'est génial. On organise aussi un concours qui est ouvert aux collégiens et lycéens. Et ce concours porte sur des projets scientifiques et techniques que vous faites en classe. Et l'idée, c'est vraiment de développer l'autonomie, la créativité, d'être dans le mouvement et dans le faire, et voilà, et pas uniquement sur la théorie, la démarche. C'est très important, mais voilà, libérer aussi cet esprit créatif que l'on a tous. Voilà. Et puis le troisième point, c'est faites un métier qui vous plaît. On trouve tous notre place et un métier qui nous plaît. Il faut se donner du mal, parfois. Et parfois, le parcours n'est pas du tout linéaire. On a tous des parcours différents. Et voilà, faites un métier qui vous plaît. Et dans l'industrie, il y a beaucoup de métiers. Voilà.
Merci beaucoup, Hélène. Je rajouterai un dernier point. Alors ça, c'est peut-être un peu ma culture anglo-saxonne. Je rajouterai un dernier point sur l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. C'est ce qui nous plombe en France parfois. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si vous changez de métier parce que vous avez trouvé autre chose qui vous plaît, si vous créez une entreprise qui ne fonctionne pas la première fois, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je vous lance ça. Surtout, surtout, n'ayez pas peur de l'échec. C'est très important. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on apprend et qu'on est encore mieux la prochaine fois. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, la parole est à vous. Alors, qui souhaiterait poser la toute première question? Je sais que c'est dur, mais la première, c'est toujours la plus difficile, comme on dit. On a des micros pour vous. Qui aimerait poser une première question? Les professeurs aussi, hein, vous avez le droit. Alors, est-ce que nous avons une toute première question? Allez, les jeunes. Ou les plus grands pour lancer la balle? Les professeurs, est-ce que vous avez une question pour notre panel d'experts prestigieux? Allez, je suis sûre qu'il y a des jeunes là qui ont envie de... Ah, super. Les jeunes et les moins jeunes. Je suis désolé, hein, c'est trop tard, je ne suis pas un jeune. Dans la tête. Je suis professeur émérite aux arts et métiers. Donc effectivement, hein, je trouve qu'effectivement c'est une très bonne initiative. Non, c'était plutôt une remarque. Hein, dans le film, je suis désolé de ne pas avoir beaucoup vu d'hommes avec un grand H, hein, c'est-à-dire homme comme humain, dans l'usine. Je pense qu'il aurait été plus adapté, hein, de voir qu'autour, on travaillait, ça voisonnait, et effectivement, on a interviewé une personne. Voilà. Hein, question intéressante. C'est aussi un des challenges actuels. Merci. Merci pour cette question. Je laisse peut-être Michel oui, non, répondre. tout simplement, ce film s'inscrit dans une logique qui est celle d'une logique de portrait. Ce qui explique ce qui est la meilleure des réponses à la question que vous posez. Je partage sur le fait qu'on ne fait pas l'usine tout seul, c'est une évidence. Ah oui, je crois aussi qu'effectivement c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de monde dans l'usine elle-même, parce qu'il y a, vous l'avez vu ici, il y a beaucoup de choses qui sont robotisées, qui sont automatisées, mais il y a de plus en plus de monde qui a un métier beaucoup plus motivant autour, et il y a toute la couche de simulation, d'organisation qui n'est pas forcément dans l'usine elle-même. Et puis il faut voir aussi que ce qu'on attend de l'industrie maintenant, c'est qu'elle produise des biens de consommation de plus en plus adaptés aux besoins de chacun. Donc il y a beaucoup de métiers maintenant autour de l'industrie qui sont des métiers qui cherchent à savoir comment est-ce qu'on va faire pour que on sorte des produits qui sont les mêmes, mais pas tous les mêmes, pour être un petit peu adaptés aux besoins de chacun. Donc il y a beaucoup de métiers qui sont autour de la chaîne de production et qu'on ne voit pas sur des images comme celle-là. Si je peux rebondir, moi c'est vrai, c'est tout à fait juste, Laurent, indépendamment de la remarque. Hein. Moi, je suis extrêmement frappé pour les quelques entreprises que j'ai pu visiter de voir l'inversion complète entre la fonction de production, qui est souvent, enfin, si je prends la production de circuits intégrés, incarnée dans une petite salle blanche qui ne paye pas de mine, etc. Et puis, dans les étages du dessus, il y a peut-être 500 personnes qui travaillent conceptuellement, qui travaillent sur la méthode, etc. Et dont l'incarnation en termes de produits est assez ridicule, pardonnez-moi le terme, quand on regarde la production, la phase production de tout un ensemble de chaînes de production. Oui, à l'usine Procter et Gamble où j'étais la semaine dernière, il y avait peu de monde vraiment à côté des chaînes. Et l'introduction, ils nous ont dit on a vraiment de forts besoins en recrutement. Alors c'était un peu paradoxal effectivement parce qu'on se demandait mais ils sont où les gens, etc. Voilà, bon, c'est juste qu'il y a un déplacement comme vous l'avez bien dit sur les fonctions. Merci pour ces réponses. Alors, nous avons un jeune. Yes. Hop, il y a un micro qui arrive après. Bonjour. Donc, bravo. Hein. Merci. Oh. Donc moi, je suis ergonome, psychologue du travail et UX designer. Donc je travaille dans l'industrie, je travaille pour Michelin.
Et c'était pas du tout quelque chose auquel je me prédestinais en sortant des études. Et j'ai trouvé un travail. Donc le premier travail que j'ai trouvé, c'est dans l'industrie. Et franchement, aujourd'hui, ça fait 6 ans que je travaille là-bas et je suis très contente. C'est très riche. Comme vous disiez, on a la possibilité d'évoluer, de faire beaucoup de choses. Et donc je voulais témoigner parce que quand on est jeune et qu'on sort de l'école, on ne se prédestine pas forcément à ce type d'environnement de travail. Et c'est très enrichissant. Voilà. Merci. Si vous avez envie d'aller dans les classes pour intervenir, venez me voir. Alors, nous avons un jeune homme devant, tout devant. Hop. Voilà, le micro est en train d'arriver. Oui, à un moment, vous avez parlé de changer de cap, etc. Mais est-ce que c'est facile de changer de cap ? Ou alors c'est difficile, ou il faut faire d'autres formations en plus, etc. Excellente question. Hélène. Alors, rien n'est facile dans la vie. Mais en tout cas, bon voilà, là, quand j'étais chez Naval, on a eu la présentation du directeur de la partie maintenance. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait commencé comme opérateur. Il avait fait un bac professionnel. Il a été opérateur. Et en fait, il se passionne pour son métier. Et progressivement, alors ça ne s'est pas fait en 2 ans. Hein, il y a eu plusieurs étapes avant d'arriver là. Il est parti en formation, en interne, en parallèle de son travail. Et voilà, il était hyper à l'aise et content de cette nouvelle fonction. Donc oui, c'est... Après, souvent, vous allez avoir à pousser la porte soi-même. Le pouvoir se prend, il ne se donne pas. Donc voilà, il faut... En complément peut-être, je trouve que ce que vous dites sur les parcours professionnels, on le retrouve aussi dans les parcours de formation. C'est-à-dire que on a classiquement une vision très verticale ou très linéaire plutôt que verticale des parcours de formation. Or, on se rend compte aujourd'hui que les parcours sont beaucoup plus interactifs, je vais le dire comme ça. Vous trouvez des gens qui partent dans l'enseignement supérieur dans une certaine trajectoire, mais qui reviennent ne serait-ce que faire un CAP, par exemple, parce qu'ils ont un projet professionnel qui est abouti et ils savent ce qu'ils ont envie de faire. Vous trouvez des gens qui vont partir dans la voie professionnelle, mais qui vont revenir dans l'enseignement supérieur, y compris sur des filières longues, etc. etc. Donc, ce qui marque vraiment le caractère contemporain aujourd'hui des parcours, c'est leur grande variété, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un chemin pour arriver à sa fin, il y a une multiplicité de parcours et qui parfois se distinguent parce qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Et ce n'est pas un échec de se dire je pars dans une voie et puis non ça ne me va pas, je vais revenir ailleurs, etc. La réalité du monde d'aujourd'hui, y compris dans les parcours professionnels mais aussi dans les parcours de formation, c'est cette variété de cheminements qui sont aussi le fruit d'une certaine forme de maturité qui se construit. Non, juste un exemple, la semaine prochaine aux Arts et Métiers, on va donner un diplôme d'ingénieur à quelqu'un qui a commencé, il voulait être dans l'action tout de suite, il est parti dans la Légion étrangère à 16 ans, il a abandonné ses études et puis après il est venu dans l'industrie, il a eu un parcours dans l'industrie à travers le monde et là aujourd'hui il a 40 ans et en montrant son expérience professionnelle, il nous a convaincus qu'on pouvait lui donner un diplôme d'ingénieur et il va nous le montrer l'année prochaine et ça sera un nouveau commencement pour une nouvelle carrière extrêmement brillante d'ingénieur. Merci, merci beaucoup. Nous arrivons, je suis désolée pour les autres questions, à la fin de notre table ronde. Je vous remercie tous les trois, vraiment beaucoup. Merci. Merci. Et surtout, merci à vous. Et je vous souhaite une longue et belle carrière. Faites ce que vous aimez et faites-le avec amour. Merci.